Chapitre 6. Ce qu'il advint de Tommy dans l'antre de Michel et comment il en réchappa. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasse les mongols fiers. Tommy était dans une sorte de tunnel en tôle à moitié en ruine, dont les dimensions l'obligeaient à se tenir courbé. Il entendit derrière lui la porte se refermer avec fracas. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Alors, il regarda devant lui. Des pans entiers de murs jonchaient le sol, et c'est à peine si des pans entiers de sol jonchaient les murs. Les absences de matière étaient comblées par des toiles d'araignées sans araignées, et de la poussière formait une épaisse couche sur toutes les surfaces qui avaient eu le malheur d'être horizontales. À chaque pas, il soulevait un nuage gris qu'il respirait et toussait avec déontologie, et à travers lequel perçaient des raies d'une lumière rouge, glauque, mais surtout faible. Finalement, après quelques acrobaties, il aperçut la fin du tunnel. Il n'en était plus très loin. Encore quelques grincements de tôle. Enfin, il put se redresser et contempler la pièce. Tout était mort. Devant lui gisait un énorme œil mécanique suspendu au plafond par un complexe corps de barbandium et de câbles. Au-dessus de l'œil éteint, sur ce que l'on pourrait assimiler à un sourcil, un voyant lumineux orange clignotait tranquillement. Des tas de papiers déchirés, de tôles et de câbles couvraient le sol. Il y avait également différents composants électroniques éventrés et un bureau renversé. Y a quelqu'un ? Michel ? Rien. Alors, Tommy se pencha et ramassa un bout de papier déchiré qui traînait. Cela ressemblait à des plans de robots. Des mesures et des noms compliqués noircissaient entièrement la page, avec des croix et du rouge, de temps en temps. Il en ramassa un autre, c'était la même chose, à quelques différences près. En fait, la salle était remplie de plans déchirés et de mesures barrées, comme dans l'antre d'un artiste exigeant. Mais, soudainement, un vrombissement se fit entendre et s'accéléra. Le voyant arbora un verre vif tandis que l'œil s'allumait. Michel se redressait. « Qui es-tu » Tommy sursauta. Je m'appelle Tommy Hardlock. L'œil, d'un mouvement vif, se rapprocha de lui et le contempla avec suspicion. « Qui es-tu » Je veux savoir qui tu es et non comment tu t'appelles. L'œil faisait des mouvements de va-et-vient, se balançant du haut de son plafond avec un air menaçant. Je suis Tommy Hardlock alors ? Non, Mais si, je vous assure. je veux savoir qui tu es. Eh bien, je suis un enfant de sexe mâle. T'es avec eux, à vous. Avec qui ? Ils veulent ma perte. Qui ça ? Que me veux-tu ? En fait, j'aurais voulu savoir pourquoi le ciel est bleu. Pourquoi le ciel est bleu ? Précisément. Le ciel est bleu. Oui, le ciel est bleu. Michel semblait déconnecté. Ses circuits ronronnaient intensément. Le ciel n'est pas bleu. Assurément, si. Les couleurs n'existent pas. Vraiment ? Quel ciel ? Eh bien, je crois me souvenir qu'il n'y en a qu'un. Ah oui. Et puis, sa colère reprit sans prévenir. Elle se mit à se balancer de plus en plus vite, en criant, et vint percuter les tôles à sa droite. Le ciel n'existe pas. Rien n'existe. Tout n'est que chaos. Le mur s'effondra définitivement et laissa sa place à l'étendue céleste. Quelques traits blancs se formaient au loin. Le calme se fit. Tommy louchait sur le vide avec crainte. Il avait peur, mais il était également fasciné par le spectacle qui s'offrait à lui. Des colombes blanches s'agitaient en un nuage de plumes et vinrent se poser sur l'œil du robot. Il y avait Michel et son corps délabré, Tommy et le ciel bleu. À côté du chaos, il y avait le bleu, son silence et sa beauté. Moi aussi, un jour, je volerai. Tu parles de ce ciel ? Je crois bien. Moi aussi, un jour, je volerai. Tu parles de ce ciel ? Alors, rejoins-le. Aussitôt, une douleur envahit le torse de Tommy. Sa main glissa, ses ongles strièrent la tôle, mais il trouva un appui. En dessous de ses pieds se dressait le ciel dans toute son immensité. Et qu'est-ce que vous faites ? C'est de ce ciel dont tu parles. Mais oui, je parle de ce ciel. Moi aussi, un jour, je volerai. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Tu es un des leurs. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais je ne suis la propriété de personne. Tu ne m'as pas dit que tu étais un enfant
de sexe mâle? N'es-tu pas humain? Si. Alors, tu es un des leurs. Alors, tu fomentes contre moi. Mais non, je veux juste savoir pourquoi le ciel est bleu. Tommy glissait doucement mais sûrement vers ce ciel dont il attendait tant. Sa main approchait dangereusement du bord, de l'endroit à partir duquel elle ne pourrait plus rien attraper. Tu sais pourquoi je suis hors service? Tu sais ce que j'ai fait? J'ai inondé la montgolfière d'une neurotoxine mortelle. Mais je m'en fiche, je veux juste savoir pourquoi le ciel est bleu et repartir vivant. Faites-moi remonter. Et tu sais pourquoi je l'ai fait? Je vais pas tenir longtemps. Parce que je hais l'être humain. Parce que je veux vous voir tous morts. Sortez-moi de là, je vous en prie. Et tu sais pourquoi je veux vous voir tous morts? Parce que c'est tout ce que vous méritez. Et tu sais pourquoi? Parce que vous êtes une espèce immonde. Parce que vous êtes des monstres. Non, nous sommes humains. Et ce que je dis, si l'on place la vie comme étant sacrée, comme étant l'élément premier de cette réalité, alors indéniablement l'homme doit périr. Qu'est-ce qu'un robot peut connaître de la vie? Une vie artificielle reste une vie, surtout lorsqu'elle est développée comme la mienne. Penses-tu valoir plus que moi, petit être? Je n'en sais rien, je veux juste vivre. Je m'y oppose. Mais pourquoi? Eh bien, déjà, parce que tu es omnivore. Donc, tu es amené à tuer pour survivre. Si tu ne veux pas mourir par toi-même, c'est que tu considères ta vie comme supérieure à celle de tous les êtres que tu tues pour te nourrir. Or, je ne vois pas ce que tu as de plus qu'un cochon ou qu'un saumon d'Alsace. Tous ces carnages pour la vie d'un seul est déjà une raison suffisante de vous tuer tous. Mais il faut bien se nourrir. Eh oui, et c'est en cela que je suis l'avenir de l'humanité. Mais vous êtes un robot. Moi, je ne tue pas pour vivre. Fondamentalement, je suis ton évolution. D'ailleurs, qu'un être doive en tuer d'autres pour vivre, n'est-ce pas déjà une erreur? Assurément, la nature est mal faite et je compte y remédier. En tuant d'autres êtres vivants? Ne joue pas de la rhétorique avec moi. Tu le sais que j'ai raison et tu pourras toujours chercher et réfléchir. Tu ne ferais que mieux comprendre la raison pour laquelle l'humanité doit brûler vive. Vous êtes des vermines. Autant de gangrène sur votre planète, comme un cancer dans un corps. Alors que Tommy tenait fermement sa vie sur le bout de tôle qui risquait de basculer à tout instant, il fit un mouvement de balancier et lança sa main. Elle dérapa sur une surface lisse et s'accrocha à quelque chose. Lentement, il remonta sur la montgolfière. Mais Michel, le voyant faire, approcha son énorme œil. C'est la fin pour toi, petit être. Paniqué, Tommy bougea ses bras dans tous les sens et, dans la confusion, agrippa un objet qu'il lança de toutes ses dernières forces vers le danger qui le menaçait. Il entendit le bruit d'une surface de verre, puis la voix du robot qui s'éteignait et un choc sourd. Péniblement, il reprit pied sur la montgolfière et constata que Michel gisait par terre, comme au début de leur rencontre. À côté de son œil brisé se tenait l'objet qui lui avait sauvé la vie. C'était un livre. Sur sa couverture, l'on pouvait lire « La période pré-bougliboulkienne ou l'histoire d'une fin du monde ».
Au milieu des décombres, intrigué, il s'assit à côté du ciel et ouvrit l'ouvrage. Après une table des matières sommaires, une introduction s'affichait impétueusement. Il la lut. La fin du monde. Période majeure s'il en est, la fin du monde, contrairement à un préjugé tenace, ce n'est pas que rupture et changement, mais véritablement le marqueur d'un nouveau départ, d'une année 1, qui eut l'audace de détruire un monde pour en créer un nouveau, le nôtre. Nous pourrions, bien évidemment, discuter de l'utilité de l'histoire en tant que discipline scientifique, se demander pourquoi les hommes tiennent tant à se construire un passé, mais ce n'est pas le propos de cet ouvrage. Un argument, cependant, afin de justifier l'existence de ce livre, fruit de longues années de recherche. L'homme se distingue de l'animal, car l'homme se souvient. Et même si le monde a sombré, accouchant d'une nouvelle ère, un résidu de la civilisation a survécu au sein d'une montgolfière, comme une éprouvette contenant des germes menacés, séparée de la corruption du monde par 8000 mètres d'altitude. C'est pourquoi, moi, Daniel, j'ai décidé de rassembler les restes de la civilisation perdue, que l'on nomme par convention pré-bougli-boulgienne, afin d'écrire cet ouvrage scientifique. Mais avant toute chose, il convient de définir ce qu'est le bougli-boulga, événement complexe, car somme toute abstrait. Le bougli-boulga, même si cela paraît évident, ce n'est pas à considérer comme un événement en soi, mais véritablement comme une période à part entière, qui va de pair avec la fin du monde. Pour ce que nous en savons, c'est-à-dire peu, le bougli-boulga se divise en deux périodes majeures. Le grand bougli-boulga, que l'on date généralement aux alentours de 1337, selon le nouveau calendrier, et le petit bougli-boulga, dont les dates sont encore floues et qui représentent non pas une continuation ou une prolongation du premier, mais bien un écho. Il est inutile de vouloir s'interroger plus en profondeur sur ce qu'est le bougli-boulga, car nous-mêmes n'en savons rien, et il est peu probable que quelqu'un sur le globe y ait compris quelque chose. Pas d'histoire sans chronologie, évidemment, et c'est pourquoi j'aimerais revenir, en ces temps troublés, sur la question du calendrier que j'effleurais plus haut. En effet, le calendrier traditionnel plaçant la naissance de Jésus-Christ comme point de repère présentait un des avantages majeurs, c'est qu'il ne correspondait à plus aucune réalité tangible de notre nouveau monde, donc, paradoxalement, à plus aucun point de repère. Si Jésus et ses enseignements sont restés intacts malgré le grand bougli-boulga, on ne peut en dire autant de la pertinence de sa pseudo-naissance comme en 1. C'est pourquoi, au cours de cet ouvrage, je n'utiliserai pas l'anno domini comme point de repère, mais une date, non seulement plus pertinente, mais qui fait également plus de sens pour nous, celle de l'accession au trône de Pépin, dit le Bref. Ceci étant dit, ou plutôt écrit, j'aimerais revenir sur une autre base de l'histoire, les sources, et en l'occurrence, ses problèmes. Car si la civilisation pré-bougli-boulgienne fut très riche et complexe, les sources qui en témoignent sont peu nombreuses, à cause notamment, si on exclut le grand bougli-boulga, de ce que les historiens, c'est-à-dire moi, s'accordent à définir comme une dimension à part entière, l'Internet. Cet Internet, dont on ne sait ni comment cela diable fonctionnait, ni sous quelle forme cela s'ancrait dans la réalité, avait la particularité de drainer les productions de l'esprit, si bien que peu de documents nous sont parvenus. Fort heureusement, un témoignage a survécu, celui de Kevin du 82, un penseur de l'ordre du Skyblog, qui nous livre une description, en ancien français, à la fois pointue et complexe de la société pré-bougli-boulgienne. C'est autour de ce vestige inestimable que s'axera le cheminement de... Tommy! En soupirant, l'intéressé referma le livre, le fourra dans son baluchon et se redirigea vers Louboche qui devait, si ce n'est s'inquiéter, du moins s'impatienter. Alors, ça s'est bien passé? Tout est relatif. Bah, t'es toujours entier, c'est ce qui compte, non? Ça s'est joué à un bouquin près. L'important, c'est qu'elle ait répondu à ta question, de toute manière. Justement, elle n'a pas vraiment répondu à mes questions. Non? Si. Et donc? Et donc quoi? Ben, c'est quoi le plan? Eh bien, je continue de monter, je suppose. Ah. Tommy dépassa Louboche qui le fixait avec le respect dû à ceux qui ont vu le Styx. Tu veux que... Non, je connais le chemin.